Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Branchet TV. Je suis Maude Minaudier, responsable de la relation client. Mon rôle et celle de mon équipe est de vous accompagner et de vous conseiller pendant toute votre vie professionnelle. C'est à ce titre que je modère aujourd'hui ce live pour vous, nouveaux adhérents Branchet. Comme vous le savez, Branchet croit énormément à la proximité et à la personnalisation du suivi des dossiers. Ce live va vous permettre aujourd'hui de connaître vos médecins directeurs de pôle, mais également tous les services qui vous sont dédiés par rapport à votre spécialité. Aujourd'hui avec moi, Marie Leroy, juriste Branchet. Bonjour. Bonjour. Frédéric Saillant, chirurgien orthopédique, directeur du pôle orthopédie. Bonsoir. Bonsoir Maude. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et professeur Hervé Boisise, médecin anesthésiste et réanimation, directeur pôle anesthésie et réanimation. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pendant tout ce live, vous pourrez réagir et poser vos questions grâce au chat, donc n'hésitez pas dès maintenant. Donc nous allons d'abord vous présenter les personnes qui sont à votre disposition. On va commencer par la relation client, le service que je gère. Vous avez des chargés de clientèle et des conseillères qui sont également là pour vous conseiller. Donc vous avez Madame Sontag Angélique et Madame Alexandra Tarantini qui s'occupent de la gynécologie, des chirurgiens vasculaires et des gastro-entérologues. Quentin Scolari et Julie David pour le pôle anesthésie et réanimation. Alexia Rixio qui s'occupe des maxillo, ORL, ophtalmo et également des orthopédistes, dont je m'occupe également. Vous avez Vincent Claverola pour la chirurgie viscérale et bariatrique et les urologues. Et je m'occupe également des chirurgiens plasticiens. Bon, alors, quel est notre rôle ? Notre rôle est simple, comme je vous l'ai dit, c'est de vous accompagner. On est là pour s'occuper principalement des contrats responsabilité civile professionnelle, du cyber-risque, mais également de la couverture de votre outil professionnel, le local, en perte d'exploitation, en cas d'incendie, dégâts des eaux, dommages, tout dommage confondu. Vous avez également à votre disposition des référents en protection sociale gérés par Caroline Doro. Vous retrouvez Madame Tayeb, vous retrouvez Sylvain Sehen et Alvin, que je recherche son nom, je suis désolée, Alvin Kabouya. Leur rôle à eux, c'est plutôt de vous protéger votre revenu, plus principalement votre chiffre d'affaires, que ce soit les charges fixes ou votre revenu. C'est primordial de prendre un rendez-vous avec eux pour que vous puissiez faire un diagnostic et puis également protéger vos revenus futurs pour votre retraite. Quels sont nos engagements ? Donc on a des engagements envers vous, être au service du plateau lourd bien évidemment, être à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à notre assistance, nous y reviendrons plus tard. Vous avez une équipe pluridisciplinaire adaptée à la complexité de chaque dossier qui est à votre disposition, une sélection et une évaluation continuelle de nos experts pour maintenir le meilleur niveau d'excellence. Et bien sûr, nous vous invitons à être acteur de votre défense, mais nous y reviendrons avec Marie tout à l'heure. Avec plaisir. Nous avons une organisation également unique pour votre défense et pareil, on va tout vous expliquer tout de suite. Donc Marie, oui. Je reviens vers vous pour justement que vous nous expliquiez un petit peu. Vous êtes juriste chez Branchet. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites au sein du service juridique ? Oui, bien sûr. Alors, je suis d'abord très honorée de pouvoir présenter ce que nous, juristes, nous faisons au sein du service défense-indemnisation. Et c'est un rôle, vous allez voir, un petit peu pluriel. Et c'est ça qui fait la richesse et aussi la proximité avec nos assurés. Je vais simplement commencer par vous dire que la juriste chez Branchet, c'est le premier interlocuteur. C'est nous que vous avez au téléphone lorsque vous appelez, lorsque vous avez une problématique, quelle qu'elle soit, un sinistre ou une question particulière dans le courant de votre vie professionnelle. Vous avez affaire donc à la juriste. On est le premier interlocuteur et l'intermédiaire avec les autres membres de l'équipe de défense, donc les assistants conseils et bien sûr nos avocats, qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Alors, quel est le rôle de la juriste ? Alors, il y a plusieurs facettes, comme je le disais à l'instant.
Et d'abord, il y a une facette qui me tient particulièrement à cœur. C'est que on va être la personne à qui on va pouvoir poser tout plein de questions. Des questions qui peuvent être rencontrées au gré d'un dossier, au gré d'un sinistre. On a une réclamation et on se pose une question plus générale pour notre pratique future, en fait, tout simplement. Mais aussi des questions plus générales. Voilà, je fais face à un événement indésirable grave, il y a eu un problème lors du déroulement de la checklist, et comment est-ce qu'on peut régler ce problème, j'ai une question sur le secret médical, j'ai une demande de dossier, qu'est-ce que je fais, dans quel laps de temps, qu'est-ce que je transmets pas. Là, on est là, en fait. Et c'est ça que je trouve bien chez Branché, c'est qu'on va avoir une réponse personnalisée dans le cas précis, où on va écouter ce que l'assuré a à nous livrer. Il peut nous dire, c'est confidentiel, nous on est là pour répondre à ces questions et anticiper le risque et lui permettre d'améliorer sa pratique si besoin est, pas forcément, mais si besoin est, on est là. Et on va lui donner une conduite à tenir générale qui va lui permettre aussi, lui, d'être plus serein en fait. Et il faut qu'il sache qu'on est là et ils peuvent nous appeler. D'ailleurs, on donne tout de suite, dès qu'on a un échange, nos coordonnées directes pour qu'ils n'aient plus à passer par l'accueil et qu'ils puissent avoir affaire à nous. Et souvent, ils n'hésitent plus après parce qu'ils savent qu'on aime bien aussi découvrir des choses. Et des fois, on a des échanges en interne pour partager notre expérience sur des points précis, des cas auxquels on n'a parfois jamais eu affaire et qu'on a à traiter en direct. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est un accompagnement step by step, comme j'aime bien le dire. Et ensuite, bien sûr, vient la défense. Alors la défense, il y a deux cas précis. Soit on a une réclamation qui se passe devant une juridiction ou la commission d'indemnisation des victimes. Et dans ce cas-là, nous, on va recueillir les informations, poser des questions aux assurés, creuser un peu avec lui, comment ça s'est passé, son ressenti, parce qu'on écoute vraiment beaucoup les ressentis, parce qu'on verra qu'on s'en sert ensuite dans la défense, au-delà des pièces médicales. Tout ça va être ensuite transmis par notre soin auprès de l'équipe de défense, avocats et assistants conseil, qui ensuite vont jouer leur rôle, mais ils vous en parleront plus tard, donc je n'interviens pas sur cette partie. Voilà. Pour ce qui est des réclamations, on va dire amiables. Alors, amiable, on reçoit un courrier d'avocat, il n'a pas encore saisi une juridiction, on reçoit un courrier de Groupama, de la Maïf, d'une protection juridique, ou directement un courrier de réclamation d'un patient. Alors là, la juriste, elle, va intervenir de manière plus poussée dans le dossier, c'est-à-dire qu'on va réunir les éléments, écrire directement à l'interlocuteur en face pour solliciter des précisions, solliciter ce qu'ils veulent, parce que parfois c'est pas très clair, en fait, on ne sait pas quel est l'objet réellement de la réclamation, et des fois il y a un objet caché, en fait. Est-ce que vraiment on veut de l'argent? Quels sont les préjudices qui sont allégués, etc. Tout ça, on va l'analyser. Ensuite, vient la question de missionner un assistant conseil de la spécialité concernée, auquel on va transmettre le dossier qu'on a récupéré auprès du patient, pour qu'il puisse l'analyser, faire une étude sur pièce, comme on l'appelle. Et là, l'assistant conseil, il aura nos explications, les explications qu'on aura demandé à l'assuré dans le cas d'une déclaration circonstanciée. On pourra y revenir plus tard si nécessaire, s'il y a des questions d'ailleurs à ce sujet, pas de souci. Et à ce moment-là, on aura une étude qui sera faite. L'assistant conseil, il va appeler l'assuré. Au besoin, s'il a besoin d'éléments supplémentaires, il les sollicitera. Et puis, on a un retour. Et ça, c'est bien d'avoir un retour. Pour nous, c'est bien, pour notre expérience personnelle sur les dossiers, voir comment le dossier a été traité, qu'est-ce qui a pêché, qu'est-ce qui a valorisé le dossier et quelle a été notre ligne de défense. Et c'est bien pour les assurés, parce qu'ils ont un retour de l'assistant conseil et ensuite de notre part. Et là, ils participent activement à sa défense, parce qu'il y a un retour d'expérience, d'une part, et d'autre part, parce que lui-même va pouvoir, avec nous, dans les dossiers hors procédure, décider de la stratégie. Et la meilleure stratégie, et nous, on est là pour lui apporter tous les conseils, pour lui dire, alors dans ce dossier, il y a tel point faible, mais ça, c'est très bien. Au judiciaire, qu'est-ce qu'on risquerait? Si on avait une expertise par un expert judiciaire, qu'est-ce qu'on risque pas? Et on met tout ça dans la balance. Et ensuite, on prend notre décision pour le mieux du dossier. Et là, on arrive à soit une solution d'indemnisation
une solution de refus. Hors les cas où on a un jugement ou un arrêt qui nous condamne parce qu'on est en procédure, mais dans les dossiers comme ça où il faut qu'on prenne la décision, c'est une décision qu'on dit in concreto, au cas par cas. C'est pas c'est un dossier mauvais, de toute façon l'assureur va payer. Non, c'est la défense l'enjeu. Donc on va se questionner vraiment sur qu'est-ce qui est demandé en face. Est-ce qu'il y a un point faible qu'on connaît qui est visé en face? Qu'est-ce qu'on demande pour cela? Donc tout ça, c'est mis dans la balance, les enjeux en termes d'indemnisation, le risque de voir reconnaître ou pas une responsabilité plus importante si on persiste dans notre défense en disant non, on ne fera pas de geste amiable, etc. Donc tout ça, on pourra, j'espère, en rediscuter plus en amont, plus avant avec les questions. Donc n'hésitez pas. Oui. Voilà. Merci Marie. Je vous propose maintenant de donner la parole à nos directeurs médicaux qui sont avec moi sur le plateau. J'ai une question pour vous, docteur Saillant. Quel conseil vous pourriez donner à nos clients? Dans le cadre de la défense, en général, ou dans le cadre de la... Avant la défense, justement. Dans le cadre de leur activité. Bon, là, on parle essentiellement à des jeunes assurés ou moins jeunes, mais qui viennent de venir chez nous, de s'installer chez Branchet. Donc, bon, déjà, bienvenue. On est très heureux de les avoir parmi nous. Les conseils qu'on peut leur donner, c'est de prendre des... Moi, c'est ce que je dis toujours pour les nouveaux arrivants, c'est vraiment de prendre des bonnes habitudes tout de suite, dès le départ. Surtout pour les plus jeunes, ceux qui viennent de s'installer, qui ont quitté le clinica. Quand on est chef de clinique à l'hôpital, on est très protégé, on n'a pas l'habitude des procédures, on n'a pas non plus l'habitude de faire ce qu'on appelle l'information préalable au patient, le consentement éclairé. C'est des notions qui sont très vagues quand on est en milieu hospitalier, même si les choses évoluent un peu ces dernières années. Et quand on arrive dans le monde du libéral, moi j'ai l'habitude de dire à mes internes et mes chefs que j'ai encore à l'hôpital, qu'en fait ils vont devenir adultes finalement. On passe à l'âge adulte et tout d'un coup on est vraiment, vraiment responsable. Et là, il faut prendre tout de suite les bonnes habitudes, c'est-à-dire avoir un dossier médical qui soit bien tenu dès le départ. Parce que comme vous le savez, on a une obligation d'informer nos patients sur le traitement qu'on va leur proposer. Là, on parle de chirurgie par exemple, donc une intervention chirurgicale, ou alors un geste d'anesthésie. Donc on doit leur expliquer comment va se dérouler le geste, mais on doit aussi leur expliquer les risques encourus à l'occasion de ce geste. Par exemple, une infection dans une prothèse de hanche, par exemple, une paralysie d'un nerf dans une anesthésie loco-régionale, des exemples très simples. Donc c'est une information orale qui est souvent bien faite, de manière honnête et concrète. En revanche, ce qui est parfois moins bien fait, c'est la traçabilité de cette information, c'est-à-dire d'avoir un document qui va attester du fait que vous avez donné cette information au patient. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un document d'information préalable. Alors on a chez Branchet, par exemple, des fiches qui s'appellent les fiches ASPRO, qui sont des fiches d'information qui sont disponibles sur le site d'ASPRO, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et vous pouvez utiliser ces fiches d'information que vous remettez au patient, que le patient doit lire et qu'il doit signer, et ensuite vous rapporter, vous remettre à votre secrétariat pour que cette fiche soit ensuite scannée, et vous devez la conserver dans votre dossier médical pour que si malheureusement vous avez une expertise un jour, vous puissiez apporter la preuve que vous avez donné cette information, que le patient a signé cette feuille. Et il en est de même pour le consentement. Donc le consentement éclairé, c'est le deuxième volet de l'information. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, malheureusement c'est les deux. Il faut à la fois l'information, la traçabilité de l'information et le consentement éclairé. Et donc je vous incite à avoir des consentements éclairés qui soient bien faits. Alors, on a aussi des exemples sur le site d'ASPRO que vous pouvez télécharger. Un consentement qui soit complet, qui ne soit pas trop généraliste et si possible qui soit adapté à la pathologie, au traitement que vous allez proposer. Voilà, donc ça c'est vraiment les bonnes habitudes, traçabilité de l'information, du consentement, et puis sinon un dossier médical bien tenu, c'est-à-dire une observation clinique comme vous faites d'habitude, un compte-rendu opératoire qui soit détaillé, et ensuite des consultations de suivi qui soient bien tracées. Voilà, ça c'est pour moi, c'est vraiment la base. Je ne sais pas si Hervé, toi tu as d'autres recommandations, mais... Justement, d'abord, effectivement, je pense qu'on peut dire à tous ceux qui nous regardent qu'ils ont fait le bon choix en choisissant Branchet. Parce que d'abord, la défense, c'est l'ADN de Branchet. Et donc, par rapport aux autres assureurs, c'est vraiment la qualité qui est mise en avant par l'ensemble des collègues pour faire le choix de Branchet. Alors,
Je rajouterais juste à ce que tu as dit, Fred, c'est finalement respecter les recommandations des sociétés savantes. C'est vrai. Parce que souvent, les experts, d'abord, ça protège le patient évidemment. En tout cas, on considère que c'est quelque chose qui est plutôt en sa faveur. Et puis ensuite, en cas d'expertise, les experts vont se baser sur les recommandations la plupart du temps, pas toujours. Alors, on n'est pas toujours tenu de suivre les recommandations, mais dans ce cas-là, il faut avoir des arguments scientifiques pour dire pourquoi on est sorti des recommandations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que il faut suivre ses patients et il faut absolument... ce qu'on remarque comme mise en cause assez souvent et comme manquement, entre guillemets, c'est le retard à la prise en charge. Et ça, c'est quelque chose qui est retrouvé dans beaucoup de dossiers, que ce soit pour des chocs septiques, je parle pour les anesthésistes réanimateurs, ou pour des saignements, je parle à la fois pour les chirurgiens et pour les anesthésistes réanimateurs. On est souvent mis en défaut parce que le délai est trop long entre le moment où démarre l'hémorragie ou le saignement et le moment où on va le prendre en charge réellement. Donc ça, il faut se méfier de ça. Et là, je dois dire qu'un autre manquement qui est souvent rapporté, c'est que lorsque vous êtes appelé lors d'une astreinte, il faut se déplacer, en particulier si le patient qu'on connaît est fragile et porteur de risque, ou si l'infirmière qui est au bout du fil n'est pas une infirmière que vous voyez habituellement, et on sait qu'il y a une rotation des infirmières qui est extrêmement fréquente et importante dans tous les établissements. Et donc je pense que l'astreinte, c'est vraiment un piège qui est trop souvent pointé du doigt par les experts, dans la mesure où on fait éventuellement par téléphone un traitement, on prescrit quelque chose par téléphone, ce qui n'est déjà pas forcément la meilleure façon pour prescrire un traitement. Je sais qu'on peut prescrire évidemment par voie dématérialisée à partir de son domicile maintenant, ce qui permet d'avoir une traçabilité de la prescription un peu plus importante. Mais à partir du moment où vous prescrivez par téléphone, vous devez, une demi-heure après, vous assurer que le traitement que vous avez mis en route a modifié le parcours du patient dans le bon sens. Et si vraiment ce n'est pas le cas, vous devez vous déplacer. C'est vraiment les deux choses qui sont extrêmement importantes. Et après, vous devez prendre les patients finalement comme si c'était quelqu'un de votre famille. C'est pas compliqué, vous devez avoir la même attitude de protection des patients pour faire votre travail. Et si vous respectez l'ensemble de ces choses-là, déjà, ça vous mettra à l'abri d'un certain nombre de mésaventures. Alors, vous serez quand même pris dans les filets de l'expertise, parce que maintenant, en particulier en CCI, peut-être que vous expliquerez un peu plus tard ce que c'est que la CCI, la Commission de conciliation et d'indemnisation. Souvent, on ratisse large, c'est-à-dire qu'on se dit autant essayer de prendre l'ensemble des acteurs et de les convoquer à l'expertise, même ceux qui sont pour rien dans ce qui s'est passé. Et donc, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et donc, dans votre exercice, finalement, vous serez amené, sans aucun doute, à vivre l'expertise. Heureusement, on en reparlera après, vous serez parfaitement préparé par ceux qui vont vous accompagner. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Si je peux me permettre, pour revenir sur la traçabilité de l'information, docteur Saillant, en pratique, est-ce que vous auriez des petits tips à nous confier pour aider nos assurés En pratique, je pense que c'est bien d'avoir une sorte de checklist. Je vais vous montrer, on a un document là-dessus qui permet finalement de sensibiliser et d'aider, d'accompagner vos secrétaires. Le secrétaire, parce que finalement, il faut quand même dire les choses comme elles sont dans la vie de tous les jours. Vous allez faire l'information orale auprès de vos patients. Ce n'est pas vous qui allez lui faire signer le document d'information et le consentement éclairé, parce qu'on n'a pas toujours le temps en consultation, mais vous donnez l'information claire, concise et complète, et puis c'est votre secrétaire qui va faire signer et récupérer le document. Donc on a, je ne sais pas si on peut faire afficher cette checklist. Je pense qu'elle doit être affichée. Est-ce que la checklist apparaît ? Oui. Donc voilà, c'est une checklist. Alors il y a 2 volets de checklist. Donc en cliquant là-dessus, je fais peut-être passer les 2 slides. C'est une checklist en fait qui permet à votre secrétaire de vérifier qu'il y a eu 1 ou 2 consultations minimum avant l'intervention chirurgicale, que le consentement éclairé a été soumis et récupéré signé, que la fiche d'information a été soumise et récupérée signée,
que la consultation d'anesthésie a eu lieu, etc. Toutes les étapes qui sont importantes, indispensables, avant que la secrétaire ait le droit finalement d'inscrire le patient au bloc opératoire. Voilà. Donc ça vous aide, c'est un document d'aide qui peut surtout sensibiliser vos secrétaires au quotidien. Parce que c'est vraiment vos secrétaires qu'il faut former à ces éléments-là. Voilà, donc c'est ce que moi j'utilise en pratique. D'accord, merci beaucoup pour cette précision. Vous aviez quelque chose à Non, rajouter ? juste sur la traçabilité, parfois on demande une traçabilité assez précise. Je pense à l'antibioprophylaxie qui est également quelque chose. On s'est amélioré là-dessus de façon globale, mais on n'est encore pas au maximum de ce qu'on pourrait faire. Et il est important, compte tenu du délai qui doit exister entre le moment où l'antibiotique est administré et le moment de l'incision chirurgicale, il y a un délai à respecter qui est précis. Et donc, lorsqu'on a une traçabilité manuelle, il faut absolument mettre une petite flèche qui permet à l'expert qui lira le dossier de savoir à quelle heure a été administré l'antibiotique, en l'occurrence, ce qui lui permettra de vérifier que vous êtes bien dans les délais en matière d'antibioprophylaxie. Donc vous voyez, la traçabilité c'est important. De la même façon, la checklist, on a parlé d'une checklist, mais des checklists il y en a beaucoup et les collègues en général se plaignent de ces checklists, mais ça protège le patient quand même. On a vu pour les erreurs de côté en particulier, mais pour plein d'autres choses. Et donc, il faut absolument les remplir, ces checklists. Je crois que ça doit faire partie du métier maintenant et que ça doit être naturel pour un médecin de remplir ces checklists, finalement. Oui, tout à fait. Si je peux rajouter quelque chose, il y a un dernier point dont on a souvent parlé en expertise, après des expertises. C'est vraiment la collaboration au sein de l'équipe entre le chirurgien et l'anesthésiste, finalement. Alors, c'est ce qu'on appelle le qui fait quoi. Qui fait quoi, c'est qui est-ce qui fait quoi. Donc de vérifier quand vous commencez votre pratique ou si vous arrivez dans un nouvel établissement qu'il y a bien eu une réunion au sein de la CME pour décider au sein de l'établissement comment on est organisé. Alors je prends l'exemple très concret, c'est le patient arrive, il est opéré. Avant d'être opéré, il a eu une consultation d'anesthésie. Est-ce que c'est le même anesthésiste ou un autre qui endort le malade? Peu importe, mais ce qu'il faut bien définir, c'est qui fait les prescriptions antalgiques, anticoagulants, post-opératoires. Est-ce que c'est l'anesthésiste? Est-ce que c'est le chirurgien? Il faut se mettre d'accord, il faut que ça soit très clair au sein de l'équipe. Qui est-ce qui fait les prescriptions donc pendant les 48 premières heures, puis au-delà des 48 premières heures, parce que ça dépend des établissements. Il y a des établissements, c'est l'anesthésiste pendant 48 heures. Il y a d'autres établissements, c'est l'anesthésiste jusqu'à la sortie. Bon, il faut se mettre d'accord. Et ensuite, qui est-ce qui rédige les prescriptions de sortie et qui fait l'ordonnance? Pourquoi? Parce que il y a des couacs sur ce type en expertise, on en voit, avec des patients qui sortent avec 2 ordonnances d'anticoagulants, une faite par le chirurgien et une faite par l'anesthésiste. Le patient consciencieux, il prend les 2 anticoagulants et il fait à 3 jours de la sortie un hématome pas possible avec une complication gravissime. Ou à l'inverse, pas de prescription d'anticoagulants parce que on pensait que c'était le copain qui la faisait et au final le patient fait une complication thromboembolique. Donc il faut vraiment se mettre d'accord là-dessus. Et en expertise, l'expert, il va chercher les responsabilités et pendant le déroulement de l'expertise, il va dire mais qui est responsable du traitement antalgique dans votre établissement? Qui est responsable de la sortie? Et là, si vous ne savez pas répondre, il va y avoir bataille entre l'anesthésiste et le chirurgien en expertise. Et là, ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment que vous traciez ce point dans votre pratique. C'est des procédures qui sont internes normalement dans l'établissement ou c'est chaque praticien qui doit créer sa procédure? Normalement, on essaye de se mettre d'accord au sein d'un établissement, dans une clinique par exemple, voilà, sur tous les praticiens, tous les anesthésistes et les chirurgiens de l'établissement, à l'occasion d'une CME, se mettent d'accord et on écrit ça dans le règlement intérieur de l'établissement, de la clinique. C'est une obligation de la HAS depuis 2015 et alors spécialité par spécialité ça peut changer. On peut imaginer que par exemple pour les anticoagulants ce soit en orthopédie les anesthésistes qui s'en occupent au début, le chirurgien qui prendra le relais après, mais par exemple en chirurgie vasculaire souvent c'est les chirurgiens qui s'en occupent. Ouais. Donc on voit bien que d'une spécialité à l'autre ça peut changer. Néanmoins le fait d'en avoir discuté ensemble, de s'être mis d'accord, de l'avoir porté devant la CME va montrer en expertise que les gens se sont intéressés à l'organisation du qui fait quoi en l'occurrence, et donc dans l'intérêt du patient, toujours. Et donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. De la même façon que quand vous avez un incident qui arrive avec un sinistre à la clé,
de faire une RMM montre que, d'abord, c'est une obligation pour les établissements, et puis, deuxièmement, ça montre que vous vous intéressez à ce qui s'est passé et ce qui s'est produit avec le patient pour essayer d'éviter que ça ne se reproduise. Et donc, tout ça, sur des dossiers qui seraient limites, joue un rôle fondamental dans la perception qu'auront à la fois les experts, la famille, les ayants droit, le patient, etc. autour de la table. Et c'est fondamental de partir avec des points qui sont en notre faveur. Alors, si je puis me permettre, il y a une question très intéressante justement qui vient d'être posée par le docteur Gardale qui dit « Depuis que je suis installée en clinique, je n'ai plus à signer la checklist au bloc opératoire. Est-ce normal ? Est-ce que ce n'est pas obligatoire ?» Alors la réponse... Alors si, il faut absolument... Si, c'est obligatoire. Absolument, il faut la signer, cette checklist. D'ailleurs, souvent c'est le coordonnateur qui signe la checklist, mais c'est le chirurgien, l'anesthésiste et le coordonnateur qui doivent tous les trois signer la checklist. De la même façon que sur la checklist, il y a le go et no go. On sait très bien qu'une bonne partie des checklists, le go et no go ne sont pas remplis, donc il faut remplir. Il y a eu des études faites par les orthopédistes à ce sujet. Et donc tout ça, il faut absolument remplir et renseigner ces champs-là, c'est important. Oui, parmi la checklist, il y a d'ailleurs l'élément antibioprophylaxie dont Hervé a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous savez qu'en expertise, la responsabilité de l'antibioprophylaxie, elle incombe à l'anesthésiste et au chirurgien à part égale. C'est 50% pour chacun. Donc l'anesthésiste doit évidemment noter, comme le professeur Boisis l'a dit tout à l'heure, l'horaire et la dose d'injection de l'antibiotique sur la feuille d'anesthésie. Il faut que ce soit précis, ce n'est pas à peu près, c'est vraiment le moment. Et le chirurgien doit s'informer, discuter avec l'anesthésiste ou l'infirmière anesthésiste si c'est une infirmière anesthésiste, mais en tout cas il doit y avoir un échange avant l'incision, se tourner en disant à quelle heure tu as fait l'antibiotique, et vérifier que l'incision se fait dans les 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises Hervé, après l'injection de l'antibiotique. C'est la recommandation, c'est 30 minutes entre l'injection d'antibiotique et l'incision. C'est vrai que c'est la même façon, enfin un peu le même procédé qu'on emploie pour la checklist. C'est-à-dire c'est pas simplement l'infirmière responsable qui va d'un trait de crayon cocher. Non. En fait, on pose une question à tout le monde, aux interlocuteurs présents, parce que parfois on a le problème il y a des salles de bloc qui sont occupées, et puis le chirurgien il est de passage, l'anesthésiste il revient, mais la question a déjà été posée, mais j'étais pas là quand la question a été posée, tout le monde a dit oui, c'est coché. C'est quelque chose, c'est une ligne de conduite qui en expertise va être analysée sur la manière dont elle est rédigée aussi. On voit très bien les checklists où il y a un remplissage automatique et où finalement en fait on a dit oui, mais peut-être que tout le monde ne s'est pas posé la question ou qu'il n'y a pas eu la vérification dans le dossier du patient sur le côté à ce moment-là. Il faut que ça soit une ligne de conduite pour vérifier étape par étape et ça permet en fait d'éviter un bon nombre d'erreurs et on se rend compte que la checklist mal renseignée conduit à la fin à des problèmes, à des événements indésirables graves la plupart du temps. Moi je dirais même que le compte par exemple des compresses, on pourrait considérer en tant qu'anesthésiste réanimateur qu'on est loin de ça, mais c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que j'ai déjà vécu une expertise où l'expert a considéré que c'était une équipe qui s'occupait du patient et que donc l'anesthésiste ne pouvait pas se désintéresser, non pas de compter évidemment les compresses, c'est pas son rôle, mais de s'assurer que le compte des compresses a été fait. Et donc, vous voyez, il y a vraiment, je pense que avant, on avait une équipe qui était assez différente, dans ce sens que c'était le chirurgien qui était responsable de tout, etc. On a basculé dans un autre monde qui est sûrement plus proche de la réalité parce qu'on a des échanges de qualité avec les chirurgiens, etc. Et donc, il faut vraiment s'intéresser à l'ensemble de l'intervention côté anesthésique et côté chirurgical. D'ailleurs, ça me fait penser à un dossier en expertise également, où il s'était vu reprocher à l'anesthésiste pour un patient qui était endormi, qui avait une hémiplégie faciale. Mais endormi, on ne voyait pas quel côté c'était. Mais comme l'anesthésiste était au niveau de la tête du patient, on lui a reproché de ne pas avoir dit non, c'est pas le bon côté, alors qu'il n'est pas concerné par le côté de l'anesthésie. Et pourtant... Voilà, donc en fait, chacun doit prendre ses responsabilités dans ce moment-là au bloc, qui est un événement collectif en fait.
Absolument. Tout doit être fait dans l'intérêt du patient. C'est vraiment ça. le patient qui est au centre du dispositif et chacun doit s'intéresser à la surveillance des points d'appui, l'installation du patient au bloc opératoire. Ça relève de la responsabilité de tous les acteurs qui s'occupent du patient à ce moment-là. Très bien. Donc on vient d'aborder en fait tous les éléments et toutes les attentions que l'on doit porter aux patients, tant pré, per et post-opératoire. Si un dossier, justement, un patient porte plainte, vous, professeur Boisise, comment vous préparez votre dossier ? Alors d'abord, on est des équipes, à la fois Frédéric Saillant et moi-même, qui sommes composés de plusieurs assistants conseils qui sont en général des gens qui sont expérimentés, qui connaissent bien la défense des assurés. Donc ça, c'est la première chose. Et on va commencer par prendre attache auprès de l'assuré pour savoir ce qui s'est passé. Il a fait en général une déclaration circonstanciée dont on va prendre connaissance et puis on va vite faire ce qu'on appelle un bordereau de pièces qui sera distribué d'abord à toutes les parties au cours de l'expertise et qui servira de base pour pouvoir travailler et justifier d'un certain nombre d'actes qui ont été faits ou pas faits par les uns ou par les autres. Et ce bordereau de pièces, c'est important de préciser qu'il doit être lisible. Alors j'en profite pour dire aux assurés qui sont là que, quelle que soit leur spécialité, qu'il faut envoyer les pièces chez Branchet qui soient lisibles, parce que quand c'est pas lisible, on a beau faire avec les meilleures machines, essayer de reproduire, on n'arrivera pas à améliorer les choses. Et c'est très important qu'on puisse lire l'ensemble du document pour justement à la fois chercher les faiblesses pour pouvoir défendre et les forces du dossier. Donc on constitue ce bordereau de pièces qui ne contiendra pas un certain nombre de choses, par exemple pas les RMM, pas la déclaration circonstanciée qui a été rédigée par l'assuré, etc. On fait un ordre chronologique en espérant que lorsque l'assuré envoie chez Branchet, le document est déjà dans un ordre chronologique qui permet d'avancer plus rapidement et de s'intéresser essentiellement au fait médical. Une fois qu'on a constitué ce bordereau de pièces, on va l'envoyer aux avocats chez Branchet et aux avocats, et puis ça sera distribué à l'expert. Ensuite, on peut faire une analyse préalable, c'est-à-dire à partir des éléments qu'on a lus, essayer de dégager les points forts et les points faibles de l'histoire médicale du patient qui porte plainte et surtout de l'implication de l'assuré qu'on va défendre dans cette expertise. Et puis, une fois qu'on en est là et que cette analyse préalable a été faite, on va faire ce qu'on appelle un briefing avant l'expertise. Alors, le briefing peut se faire de deux façons, soit en visio, c'est quelque chose qui est assez récent et qu'on utilise de plus en plus, qui permet finalement de dégager un temps où les uns et les autres sont relativement libres et ça permet de se retrouver en visio pour discuter du dossier. Avant, on faisait exclusivement, quasiment 2 heures avant l'expertise, sur le lieu de l'expertise, on se réunissait pour discuter du dossier, des avantages, de ce qu'il fallait dire, quelle était finalement la stratégie qu'on allait utiliser pour défendre l'assuré. Il faut savoir qu'on connaît bien, que ce soit Frédéric Saillant, moi-même ou d'autres, on connaît bien les experts en général, c'est toujours les mêmes experts qui sont nommés, donc on sait à la fois comment l'expert va se comporter, les choses qui l'agacent, les choses qui lui font plaisir. Donc on a quand même une certaine expérience qu'on va mettre au service de l'assuré. Et l'assuré a un rôle fondamental parce que la présentation qu'il fera en expertise va donner tout de suite une note globale à l'ensemble des parties, et des patients et des experts, du ou des experts, sur finalement comment se comporte cet assuré au niveau professionnel. Si vous avez un assuré qui est complètement désordonné, qui ne répond pas bien aux questions, qui est obligé de chercher dans ses documents 5 minutes avant de donner une réponse à l'expert qui lui a posé une question, tout le monde va se dire au bout de la table, là, mais autour de la table, mais c'est assuré, ça va pas du tout, il est complètement inorganisé. Comment on peut imaginer qu'il prenne un patient dans de bonnes conditions? En revanche, si grâce à la préparation que vous aurez eue avec nous, vous êtes posé, qu'on a déjà anticipé les questions qui seront posées par l'expert, etc., vous allez donner l'impression qui est probablement ce qui reflète la réalité, c'est-à-dire que vous êtes des bons professionnels et que vous avez pris ce patient en charge de façon tout à fait correcte. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à préparer pour pouvoir arriver à l'expertise, et il est nécessaire qu'on ait des échanges avant pour pouvoir se mettre dans
la meilleure configuration pour réussir à vous sortir d'affaires. Et d'ailleurs, à ce titre, si je puis rajouter quelque chose, c'est que c'est une collaboration réelle qui se crée entre nos assurés et son équipe de défense. Et d'ailleurs, lorsque l'équipe de défense est désignée et missionnée par nos soins, l'assuré a les coordonnées, les téléphones, les mails de toute son équipe de défense, et il est invité à prendre attache de lui-même, l'équipe de défense le fera bien entendu, mais de lui-même, il ne faut pas qu'il hésite à prendre attache avec l'équipe de défense pour présenter, voilà, peut-être que c'est juste pour être rassuré, présenter des questionnements qui viennent comme ça, des appréhensions, c'est normal, quand on vit pour la première fois une expertise, c'est pas forcément évident, mais c'est bien d'y aller et de ne pas hésiter à... Et il ne faut pas oublier que l'équipe de défense, elle n'est pas là pour vous juger. Je pense que c'est important, ça peut être une crainte aussi. L'équipe de défense, elle est là pour prendre tout ce que vous avez à lui donner sur votre pratique et puis en faire la meilleure présentation possible avec le briefing devant l'expert pour la défense de vos intérêts. Donc il faut tout dire à son avocat, à son assistant conseil. Voilà. Rien caché. Non. On est souvent accompagné d'ailleurs d'un avocat, comme ça a été dit, qui a un rôle également très important dans votre défense, évidemment. C'est des avocats qui soient côté chirurgien ou côté anesthésiste, qui connaissent bien qui connaissent bien la médecine ou la chirurgie. Et c'est vraiment des gens qui sont très très habitués et qui donc nous aideront à préparer votre défense et à vous accompagner pendant l'expertise. On peut être même amené, et c'est quand je vous disais que c'était vraiment l'ADN de Branchet, cette défense, à avoir des spécialistes supplémentaires, des infectiologues. En orthopédie, par exemple, c'est assez souvent le cas, en anesthésie également, voire même avoir un neurologue pour l'évaluation neurologique de patients qui ont des atteintes neurologiques, que ce soit lié à l'anesthésie ou à la chirurgie, peu importe. Vraiment, vous serez encadré par des gens qui sont des gens qui ont l'habitude, qui sont des gens sérieux. Alors évidemment, il y a une limite qu'on ne pourra pas dépasser. Quand quelque chose n'a pas été bien fait, on ne va pas aller dire que c'est pas vrai, etc. Parce que l'expert n'aura plus la même considération à notre égard si on exagère les choses, alors qu'à l'évidence, il y a eu un manquement. En revanche, on peut essayer d'atténuer les choses, de faire en sorte que les choses soient partagées, parce que comme vous le savez, quand on fait une analyse racine des causes qui ont conduit à un accident, souvent c'est multifactoriel, c'est pas uniquement vous et votre action qui a abouti à ce que le patient porte plainte parce qu'il a des dommages. Et donc, on va essayer de travailler tout ça pour répartir de façon équitable les manquements qui seront déterminés par l'expert. Très bien. Je vous rappelle que vous pouvez réagir et poser votre question directement sur le chat. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez fait le tour, vous, par rapport à la préparation des dossiers en amont et après l'incident? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Peut-être une chose, c'est qu'à l'issue de l'expertise qui a été bien décrite par Hervé, on va débriefer avec l'assuré. Donc si on est amené à vous défendre, comme Hervé l'a expliqué, vous êtes toujours accompagné par au moins un médecin de votre spécialité, un avocat, éventuellement un médecin infectiologue, neurologue, comme Hervé l'a dit. Et à la fin, quand on a terminé l'expertise, on prend une demi-heure, 3/4 d'heure ensemble, et là, on débriefe. Donc on va vous dire, là, à bâton rompu, on est entre nous, et on va vous dire les choses vraiment les yeux dans les yeux, en vous disant, ton dossier, il était très bon, l'indication opératoire était parfaite, la réalisation technique de ton geste, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est dommage, il n'y avait pas de traçabilité dans l'information, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il faudrait que tu t'améliores sur tel élément, etc. On va essayer de vous donner des clés pour pas que ça se reproduise et puis que pour finalement que dans les années qui viennent, vous n'ayez pas une mise en cause sur le même élément. Donc voilà, on va essayer de vous aider à améliorer, si on peut, votre pratique, vous donner des conseils, quoi. On a même de la prévention qui est organisée, qui est aussi quelque chose d'assez particulier à Branchet finalement, pour les différentes spécialités qui permettent de choisir des sujets qui nous paraissent très importants parce qu'on les voit souvent revenir en expertise, soit en termes de fréquence, trop souvent revenir en expertise, soit en termes d'intensité. Je parle pour les gynéco-obstétriciens, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, où je parle dans des cas de figure bien précis où l'intensité du dossier, c'est-à-dire que le coût humain et économique est monstrueux.
on essaie de choisir ces sujets-là pour faire en sorte qu'on évite d'en arriver là. C'est pas toujours très facile, mais en tout cas, on fait donc de la prévention. Les chirurgiens vont avoir leur journée bientôt, je crois. Le 7 octobre. C'est ça, 7 octobre. Et donc, il y a une énergie finalement chez Branchet qui est également mise sur la prévention des risques, qui est à souligner parce que je pense que c'est quelque chose qui est apprécié par les assurés. Vous me permettez de faire une magnifique transition Oui. sur la question de Dr Gardeil qui dit « Faites-vous des évaluations de dossiers en dehors de toute réclamation pour vérifier, améliorer la traçabilité de notre information dans le dossier patient ?» Ça, justement, c'est l'objet des formations sur l'information. Oui, on fait des formations, comme l'a dit Hervé, tout au long de l'année. Il y a des formations sous la forme de live, comme ce soir, les jeudis soirs. Il y a des formations, malheureusement des samedis, mais bon, il faut bien faire venir les gens le jour où on peut les faire venir et éviter qu'ils annulent une journée opératoire. On fait des formations sur tous ces sujets-là, donc sur l'information, le consentement, la prise en charge d'un patient qui va mal en anesthésie, etc. Il y a vraiment tous les sujets, et c'est des sujets qu'on tire de l'expérience des dossiers qu'on a défendus, évidemment, et on choisit les sujets en fonction de la sinistralité et des dossiers à gros enjeux, par exemple. Et d'ailleurs, si vous avez une question à propos de votre pratique personnelle, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On vous donnera avec plaisir le renseignement juridique par rapport à vous, votre expérience dans l'information ou votre souhait de voir améliorer votre pratique. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Alors, d'ailleurs, je pense que peut-être une partie de la réponse également, c'est la cartographie finalement. Oui. Bon, c'est fait par plusieurs compagnies d'assurance, ça c'est pas quelque chose qui est propre à Branchet, hein. Mais donc à partir de la cartographie, on peut essayer de voir ce qui bouge dans le bon sens, pas dans le bon sens, et on va orienter également la prévention du risque à partir de cette cartographie. Ensuite, on a la chance de discuter aussi avec les Américains, puisque on travaille beaucoup avec MedPro aux États-Unis, et donc on confronte un petit peu ce qu'on peut vivre en tant que finalement assistant conseil en France, et on le compare avec ce que vivent nos collègues américains. On échange là-dessus. Il y a des sujets qui nous paraissent, qui vont probablement venir en France, qui existent déjà aux États-Unis. On travaille là-dessus. Il y a tout un travail de réflexion finalement sur les risques qui sont peut-être pas encore arrivés en France, mais qui vont arriver. Donc il y a non seulement de la prévention, on vous accompagne au moment de la défense et on essaye de voir à l'avance les sujets qui vont poser des problèmes plus tard. Et donc c'est vraiment quelque chose, une vision assez complète finalement des choses. Merci. Donc maintenant, vous savez qui fait quoi au sein de Branchet. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, dans la gestion d'un dossier. Comment ça se passe, l'accompagnement selon le type de sinistre, Marie ? Alors, je vais essayer de faire un résumé sans trop résumer. Hein. De toute façon, sentez-vous libre de poser des questions au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et puis, au besoin, vous pouvez bien sûr nous appeler. Alors, il y a différents types de réclamations qui donc donnent lieu à un sinistre. Il y a des procédures devant les juridictions, le juge des référés, le juge du fond, les procédures devant la commission d'indemnisation. On a aussi également des procédures ordinales. Là, l'objet n'est pas le même, mais parfois les patients ne savent pas quel est le but en fait, de la procédure ordinale finalement, et sollicite indemnisation devant elle. On sait bien que la procédure ordinale a pour objet d'évaluer si le praticien a une pratique qui est contraire au code de déontologie. Et la procédure ordinale n'a pas lieu d'allouer une indemnité à un patient. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Des fois, on a des procédures devant le juge administratif quand il y a dans l'affaire un établissement public. Ça nous arrive. Quoi d'autre ? On a, donc, comme je le disais, des dossiers hors procédure où là, on n'est pas devant une juridiction, mais nous, juristes, on est en direct accompagnés de l'assistant conseil et du praticien pour mener le dossier à son terme, et on espère éviter la procédure et régler le litige, soit en faisant un refus, soit en proposant une indemnisation amiable. Voilà.
Ça, c'est aussi quelque chose qui tient beaucoup au cœur de Branchet, je pense, de pouvoir résoudre, quand c'est opportun, bien sûr, des litiges en évitant de se retrouver en expertise judiciaire et d'essayer de régler ça, entre guillemets, en interne pour que ça se passe au mieux pour l'assuré et que c'est moins traumatisant que d'être face à un expert judiciaire, hein, en effet. Voilà. Donc voilà comment on essaye de gérer les choses. Une chose est sûre, c'est que l'accompagnement, il est permanent, il est distinct selon le type de procédure. On ne va pas avoir à chaque fois les mêmes interlocuteurs, mais ce qui est certain, c'est que vous n'êtes jamais seul, en fait. On vous donne, vous nous appelez, vous nous dites, ben voilà, il m'arrive ça, j'ai reçu tel courrier, et la juriste va orienter l'assuré. Elle va lui dire, ben voilà, là, dans ce cas-là, je vais vous donner des conseils, je vais missionner un avocat, je vais missionner un conseil, ou alors on ne fait rien, mais s'il se passe quelque chose, vous nous prévenez, vous mettez votre dossier de côté, vous en faites une copie. Si jamais il y a des saisies, par exemple, du procureur, si on va sur un volet pénal, ce qui peut arriver parfois, on a l'habitude, en fait. C'est vraiment, je ne peux pas donner une conduite particulière parce que c'est vraiment cas par cas, en fait. au cas par cas. Et il faut savoir aussi qu'on on a la possibilité voilà, de faire rappeler nos assurés en dehors du conseil juridique que nous, on va pouvoir prodiguer par un membre de notre direction médicale pour pouvoir lui donner des conseils précis sur la matière qui l'intéresse. Voilà. On a un H24 qui est très efficace et on a aussi la possibilité d'avoir une assistance psychologique quand parfois c'est nécessaire. Donc voilà, c'est un accompagnement général, on va dire. Il y a les infectiologues aussi qui Oui. sont Disponibles. présents, disponibles. C'est des équipes qui sont reconnues en France. Donc on part avec des gens qui sont sérieux, qui ont une certaine aura, même auprès des experts de la même spécialité. Donc ça, c'est également quelque chose de très fort. Et juste pour dire que l'expertise, ce n'est pas un exercice auquel on est habitué, évidemment. De devoir s'expliquer devant des gens qui sont non médecins, ce n'est pas facile. Et donc on vous préparera non seulement sur le fond du dossier, mais également sur la forme, comment vous allez vous présenter devant cet exercice un peu particulier pour que ça se passe au mieux. Et vraiment, je pense que l'accompagnement, il est assez complet. On voit quand même beaucoup d'autres, avec d'autres compagnies d'assurance, on se rejoint à l'expertise au dernier moment, on n'a même pas vu le dossier ensemble, etc. Là, je pense qu'il y a un vrai accompagnement qui fait encore une fois la force de défense de Branchet. Oui, on pourrait très bien, en fait, le résumé de tout ce qu'on a dit, c'est que les adhérents, vous n'êtes pas des numéros chez Branchet. En gros, on rentre quand même en quelque sorte dans une famille où tout le monde est là pour s'entraider et donner les solutions. C'est un peu ce qu'on pourrait résumer, avec des outils qui restent à votre disposition, la ligne assistante, donc je vous redonne le numéro de téléphone, le 04 85 85 85 85. Il est simple à retenir et donc là, on retrouve l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec les conseils médico-légaux, l'assistance psychologique, l'infectiologie, la protection juridique, et il m'en manque un, si vous pouvez m'aider, qui est le cyberrisque. Ah oui. Donc c'est les conseils, c'est pas le contrat. Simplement des conseils, je vous le rappelle. Donc on a ça, et puis bien évidemment, ce que vous avez dit, docteur Saillant, vous avez toutes les fiches de consentement qui sont à disposition. On a également une fiche d'information, une bibliothèque, si je ne me trompe pas aussi. On a aussi, oui, tout à fait. De littérature. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur Branchet qu'on a à tous les disposition? lives qui peuvent être revus normalement en replay par les assurés. Tout à fait. Il y a quand même Que vous pourrez commencé à- également revoir celui-là. Absolument. Une belle base de données. Ah oui, je crois qu'il y a une belle base de données. Sur branchetsolutions.fr. C'est ça, sur différents sujets qui sont des sujets forcément qu'il est nécessaire de maîtriser parce que c'est des sujets qui reviennent souvent au cours d'une expertise. Donc vraiment, je vous incite à aller regarder les replays qui sont, je crois, très intéressants. Et d'en parler bien évidemment à vos confrères. C'est pas parce que vous êtes nouveau adhérent que vos confrères n'ont pas le droit de regarder le replay qui sera disponible sur branchetsolutions.fr. Avons-nous d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, Marie, ou... Plus d'autres questions, mais chacun pourra poser des questions s'il le souhaite plus tard. On se fera un plaisir Tout à fait. d'y répondre si jamais il y a d'autres questions qui arrivent après le live, bien entendu.
Eh ben, merci à vous toutes et tous d'avoir Merci. participé et suivi effectivement ce live. Donc je vous le rappelle, disponible en replay sur branchaitsolutions.fr. Vous pouvez également suivre l'actualité de Branchet TV sur notre Instagram #BranchetTV. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et pour ceux qui vont pouvoir regarder le match de rugby Uruguay-France, eh ben, ça sera à vous maintenant. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.